Chers amis auditeurs, bonjour. Bienvenue donc dans ce spécial consacré au 10e anniversaire de la révolution tunisienne. Et nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau Monsieur Mostafa Ben Jafar. Mostafa Ben Jafar, bienvenue à Radio M. Merci pour l'invitation. Alors, Mostafa Ben Jafar, je le rappelle, vous étiez donc le président de l'Assemblée nationale constituante de 2011 à 2014, et vous étiez auparavant, à l'époque de Ben Ali et même à l'époque de Bourguiba, vous avez été fondateur du parti Takatoul, le Forum démocratique pour le travail et les libertés. Et vous avez même été un des fondateurs du MDS avec Ahmed Mestiri contre Bourguiba à l'époque. Absolument. Et évidemment, vous avez souffert un peu de l'opposition de Bourguiba à votre initiative. Mais enfin, donc, vous avez un long parcours politique, plus de 40 années pour arriver au moment où on arrive à la Révolution, en 2011. Et syndical et droit de l'homiste. Syndical et droit de l'homiste, comme vous dites. Non, pour dire simplement que vous avez un long parcours politique et que si vous avez été élu président de l'Assemblée constituante juste après la Révolution, ça n'était pas le fruit du hasard, mais c'est l'aboutissement d'un long parcours politique et militant. Donc bienvenue, et vous allez donc nous raconter aujourd'hui et analyser cette période donc de après le départ de Ben Ali. Pourquoi est-ce que on a fait en Tunisie une assemblée constituante? N'aurait-on pas pu faire comme il était prévu, je crois au début, simplement une réforme de la Constitution de 1959 en allant vers plus de liberté, vers le multipartisme réel, etc. Alors essayez de nous dire qu'est-ce qui a poussé les autorités du moment, après le départ de Ben Ali, à aller vers une Assemblée nationale constituante. Le problème, vous avez mis exactement le doigt sur la nature du problème qui se posait à nous à l'époque. C'est-à-dire que le départ de Ben Ali était une surprise, en tout cas pour la classe politique, sauf peut-être quelques initiés qui étaient dans le secret des dieux. Mais le départ de Ben Ali a ouvert une brèche pour au moins changer, penser et réfléchir à changer le régime politique et réaliser ce que nous considérions, nous, comme un des objectifs de la révolution. Évidemment, de notre côté, le sentiment dominant, c'était surtout comment concrétiser la rupture avec l'ancien régime. Un régime personnel, autoritaire, certains diront policier. Et pour cela, nous savions que les avis étaient partagés. Partagés au niveau des gens qui avaient l'autorité en main, c'est-à-dire les successeurs de Ben Ali, même ceux qui ont travaillé pendant très longtemps avec lui, on le comprenait. Mais on était surpris que même dans la classe militante qui a milité contre la dictature, il y avait un courant qui pensait pouvoir rafistoler, moi je dis rafistoler, ou disons, procéder à un toilettage de l'ancienne constitution, redémarrer sur la base de cette constitution, organiser des élections présidentielles dans les 60 jours ou en tout cas les quelques mois qui ont suivi le départ de Ben Ali. Et évidemment, cette idée qui argumentait ou tirait ses arguments sur le fait qu'on gagnerait du temps, on gagnerait de l'énergie, et on irait plus vite, et on voit bien, cela pouvait partir d'une bonne intention, mais dans les faits, et moi j'ai eu la petite expérience avec c'est Mohamed Ranouchi, avec qui on était rentré en contact après le départ de Ben Ali. Oui, je rappelle que Mohamed Ranouchi était le premier ministre de Ben Ali et qui a continué quelques semaines après le départ de Ben Ali. Qui a pris la suite. Nous avions discuté avec lui, les chefs de l'opposition à l'époque, et en tout cas en ce qui me concerne, je ne peux pas parler au nom des autres, je me suis rendu compte
que ce qu'il appelle les changements était davantage de la continuité que du changement. Et c'est, à mon avis, cet épisode qui a fait basculer un peu la position des uns et des autres. À ce moment-là, il y avait le sit-in de la Casbah, le premier sit-in. Ghannouchi voulait juste faire un petit toilettage de son gouvernement. Il a constitué une équipe où la dominante RCD était évidente. Il voulait juste quelques figures de l'opposition pour soigner la vitrine. Et certains ont participé, comme Mohamed Najib Chabi, oui, mais j'ai refusé. comme Ahmed Brahim, oui, de l'ex-parti communiste. Absolument. J'ai refusé parce que, effectivement, j'ai compris que si Mohamed Ghannouchi n'avait pas compris le message de la révolution, peut-être qu'il pensait jusqu'à ce moment-là que c'était juste une petite révolte de jeunes, et puis maintenant on peut fermer la parenthèse et reprendre les choses. Une fois qu'on s'est débarrassé de Ben Ali et de sa famille, on pouvait continuer dans de meilleures conditions. Et je pense que là, il y a eu pratiquement la plus grande partie de la société civile, essentiellement conduite par le GTT à l'époque et le Conseil des avocats, Conseil de l'ordre des avocats, qui ont été les deux piliers pratiquement pour structurer et un peu encadrer cette phase historique. Évidemment, tous les partis, toutes les associations de la société civile qui militaient déjà contre Ben Ali étaient présents dans le fameux Conseil de protection de la Révolution. Et comme il y avait déjà une commission d'experts qui avait commencé sous les directives de C. Mohamed Ghannouchi à réfléchir sur un éventuel... Oui, cette commission d'experts, je le rappelle, qui était présidée par Ayad Ben Achour, oui. qui va ensuite présider l'instance... Et il y a eu la fusion. Et là, la formule, le compromis, si l'on veut, le compromis, c'était que la commission des experts fusionne avec le Conseil de protection de la Révolution. Et on a trouvé, d'une manière, je dirais, arbitraire, la composition de cette instance supérieure pour la réalisation des objectifs de la Révolution, la transition démocratique. C'est un titre très long, mais qui était en soi un programme, parce que c'est ce qu'elle a fait. Elle a réalisé exactement le programme du titre de l'instance. Ça a pris du temps, beaucoup de va-et-vient, beaucoup de frictions, de tensions, mais on a fini quand même par gérer cette période très très difficile de première transition, moi, ce que j'appelle la première transition, parce que là, il y avait des forces qui poussaient vers le changement, vers la rupture, et d'où l'idée d'une nouvelle constitution. Ça n'était pas qu'un toilettage, techniquement, que le toilettage de l'ancienne constitution de 59 n'était pas une bonne solution en termes de contenu d'une constitution, parce que déjà celle de 59 n'était pas mauvaise, elle a été malheureusement trop manipulée, mais elle représentait, elle symbolisait l'ancien régime. Et après une révolution, il était important, ne serait-ce qu'au niveau de la symbolique, on parlera du contenu après, il était important de dire non, maintenant on ferme une parenthèse, la parenthèse de Ben Ali, qui n'était pas particulièrement joyeuse, et on entame une nouvelle étape dans l'histoire de la Tunisie. Et aussi, c'était aussi exprimer une certaine fidélité aux martyrs. Et il y en a eu plus de 350 quand même, des jeunes pour la plupart qui sont tombés parfois sous les tirs de snipers. Jusqu'à maintenant, la question n'a pas été élucidée. Donc, il fallait leur faire honneur, être fidèles à ces martyrs et entamer un changement. Un vrai changement, sans aucun doute. D'ailleurs, le Premier ministre de l'époque, au bout d'un mois et demi, à peu près, le 27 février, il a fait une première démission en fin janvier et une deuxième fin février. Oui, donc, juste pour nos auditeurs, rappeler que donc, toute cette période dont vous parlez, qui est longue, il y a eu beaucoup de choses. En fait, ça n'a duré que 40 jours à peu près. Oui, 40 jours. Oui. 40 jours après le départ de Ben Ali. D'ailleurs, après... je ne sais pas, je crois que le professeur Ayad Ben Achour y a été pour quelque chose, parce qu'il était très très proche comme conseiller de Fouad El-Mbaza. Il y a eu le décret du 3 mars, je crois. Fouad El-Mbaza qui était le président par intérim. Voilà. Et c'est lui qui a convoqué
l'Assemblée nationale constituante le 3 mars, au mois de mars. Donc déjà, on avait franchi une étape, je dirais, gagné une petite victoire sur ceux qui voulaient retenir, freiner et peut-être faire dévier Et donc le 3 mars, je rappelle pour l'histoire, c'est ici que le gouvernement Ranouchi démissionne le 27 février. Le 27 février, et le 3 mars, c'est Beji Caïd Sebsi qui devient Premier ministre. Absolument. Alors, ce qui est intéressant dans cette première phase, et déjà très vite, et pour nous, c'est un peu un enseignement intéressant, c'est que elle est très courte, mais cette première phase de transition, qui a duré 40 jours à peu près, ce qui est intéressant, c'est que les militants de l'opposition, donc les forces de l'opposition, de la révolution, et des représentants de l'ancien régime, Mohamed Ranouchi, Premier ministre, Fouad Mbaza, il a été ministre plusieurs fois sous Bourguiba, il a été président de l'Assemblée nationale pour deux ou trois législatures, Beji Caïd Sebsi, qui a fait un long parcours donc avec Bourguiba, donc des figures de l'ancien régime ont travaillé avec des figures de l'opposition pour aller vers cette transition. Est-ce que ça n'est pas le premier marqueur de cette période transitoire pour la Tunisie ? Oui, je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est un premier marqueur de cette transition, mais certains analystes le rattachent à une singularité tunisienne, des traditions, très probablement où le syndicalisme a joué un rôle éminent, cette capacité de négocier, de gérer les crises, de gérer les différences, de trouver le bon compromis, de faire des tanazoulettes, des concessions les uns vers les autres. C'est quand même une caractéristique pratiquement de toute la période des 10 années que nous venons de vivre. Mais là, c'était évident. Il y a un autre facteur. Je retiens toujours les formules des fois qui frappent celle de Hamad Eldissi qui a parlé de révolution acéphale. Le problème que nous devions nous résoudre avec un minimum d'honnêteté intellectuelle, c'est que nous avons d'une manière spontanée, je parle des gens qui ont participé à la résistance à la dictature, nous avons pris le relais de la révolution, mais nous ne l'avons jamais conduite. C'est une révolution acéphale qui n'avait pas de direction. Il n'y avait pas un groupe qui a décidé un jour de se révolter contre Ben Ali, et une fois Ben Ali parti, ils auraient sorti le communiqué numéro 1, 2, et assuré la suite des événements. Donc, de toutes les manières, il fallait chercher un compromis. Il y avait des forces civiles, mais je le redis pour la énième fois, nous n'étions pas de parti, nous n'étions pas des partis, nous étions de simples projets de partis, nous étions des partis de résistance, avec quelques centaines, peut-être 1 millier de militants éparpillés sur tout le territoire pour les mieux lotis parmi nous. Et donc, réellement, le rapport des forces ne poussait pas à la cassure totale, brutale, pour éliminer tout le monde. Évidemment, nous avons avancé, je dirais, pas la main dans la main, puisque M. Mohamed Ranouchi est parti. Il a fini par démissionner, remplacé par quelqu'un qui était plus politique, un peu plus porté à la négociation, plus tacticien, plus diplomate aussi. Et donc, qui a compris qu'il fallait quand même donner des signes de changement, d'où la composition d'un gouvernement non partisan. Il l'a exigé pour accepter la mission et la charge. Et puis, nous, évidemment, nous avons avancé parce que ce qui a été fait dans les 2 premiers mois, et ensuite avec Silbeji, Caïd Sebsi, c'était la dissolution du RCD, la dissolution du Parlement. C'est des choses quand même... C'est des signaux forts. Oui, mais alors là, c'est ce qui est intéressant dans la singularité, c'est quand je disais d'abord que des figures de l'ancien régime aient participé à la transition, mais dans le sens d'une rupture avec l'ancien régime. C'est-à-dire que ces représentants de l'ancien régime ont accepté, ont compris qu'il fallait rompre avec l'ancien régime. On ne peut pas rentrer dans ce qui s'est passé dans la tête, parce que là aussi, la rue était tenue par les jeunes. L'attitude de l'armée, qui était dans la neutralité absolue, a joué énormément pour faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, en tout cas pour rassurer. Le rapport des forces était inégal sur le papier, mais dans la réalité,
il a penché vers la révolution pendant un temps. Et je pense qu'il y a eu un signe d'intelligence de la part de ces responsables anciens de comprendre que les choses ont changé et qu'il fallait quand même lâcher du lest. On a évité le bain de sang avec la fuite de Ben Ali, parce que Ben Ali aurait pu rester et tenir jusqu'au bout et utiliser tous les moyens pour écraser la révolution et ainsi de suite. Il aurait pu le faire. Certains le craignaient, et nous aussi. Son départ a facilité un petit peu la chose. Sauf que, peut-être, mais je ne peux pas lire dans les pensées des uns et des autres, peut-être qu'au départ, on comprend mieux l'attitude de C. Mohamed Ghannouchi, qui n'a pas fait le moindre message. Ce n'est qu'après 2 mois de résistance qu'ils ont lâché du lest. Et que ce soit si Fouad Mbaza ou si Béji Caïd Sebsi à la tête du gouvernement ont compris que c'est une vraie révolution et qu'il faut réellement donner des gages et s'engager dans le processus qui va quand même continuer avec un mouvement de résistance et un balancier, tantôt dans le bon sens pour nous, et tantôt dans le sens du freinage, jusqu'au bout. Moi, je n'oublierai pas que même après l'élection de l'Assemblée nationale constituante, il y a eu une Assemblée constituante parallèle qui n'a pas duré parce qu'on a eu un rythme de travail, d'action, d'activité absolument bouleversant. Mais la volonté était là. Si Ayad Ben Achour a certainement dû vous parler de l'été 2011, où on nous poussait vers l'organisation d'un référendum pour signifier l'ordre du jour de l'Assemblée constituante, éventuellement limiter la période et tout. Donc, ces forces de freinage, certains diront contre-révolutionnaires, comme on le voit aujourd'hui bien installées dans le paysage politique, ces forces-là étaient encore présentes, actives, avec peut-être un peu masquées dans une première période, et ensuite elles sont carrément sorties. Le résultat tout de même, c'est que quand même l'Assemblée nationale constituante a été élue. Oui, absolument. Ça a été les premières élections libres avec une vraie instance. L'ISI, l'instance supérieure indépendante des élections, présidée par Kamel Jendoubi, et qui a fait de vraies élections indépendantes, libres, honnêtes, transparentes. Les premières plurielles de l'histoire de la Tunisie, oui, tout à fait. Et puis la formule de l'ISI indépendante, qui a été reprise évidemment par la Constituante pour installer la même instance avec la présidence de Cheikh Sarsar, mais la première expérience était concluante. Avec Kamel Jendoubi, la personnalité de Kamel, le fait qu'il a toujours fait partie de la résistance à la dictature. Et donc, il y avait des garanties quand même. Ayad Ben Achour à la tête de l'instance et Kamel Jendoubi à la tête de l'ISI. Il y avait de quoi rassurer les militants et les résistants. Très bien. Alors, donc, l'Assemblée nationale constituante est élue et elle s'installe en novembre 2011. Le 23 novembre, je crois. C'est ça. Le 23 novembre 2011, vous êtes élu président de l'Assemblée nationale constituante. On rappelle donc que Monsaf Marzouki est élu par l'Assemblée. Par l'Assemblée. Il sera élu après, oui. Absolument. Président de la République. Président de la République, et le gouvernement. Par l'Assemblée, pas au suffrage universel. Non, parce qu'entre-temps, juste après la mise en place du bureau de l'Assemblée, nous avons aussi mis en place une organisation provisoire des pouvoirs publics. Qui remplaçait la Constitution en attendant la nouvelle Constitution. Et on a pratiquement installé un régime de parlementaire avec un président, effectivement, qui est élu par le Parlement. Là, il fallait gagner du temps et ne pas organiser des élections ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et donc, on est parti sur ces bases-là. Et je me rappelle du premier geste que j'ai fait, une fois élu, c'est que j'ai appelé à la tribune la candidate qui était en face, Allah yarhamha, Maya Jribi, qui avait un peu la figure au départ de la chef
de l'opposition, mais par la suite... Mais Jribi, on le rappelle, c'était la secrétaire générale du PDP, le parti de Mohamed Najib Chebbi. Et c'est une vieille militante de l'opposition à Bourguiba et à Ben Ali. Absolument. Et donc, qui est décédée aujourd'hui. C'était un honneur pour moi. Et puis, je voulais quand même marquer le démarrage d'une place qui va être consacrée par un article de la Constitution, la place qui est due à l'opposition. Oui, c'est très bien. Alors, on va maintenant, donc vous allez nous dire un petit peu, nous raconter un peu, en tant que président de l'Assemblée nationale constituante. Alors, il est évident que c'est une assemblée, on le rappelle très rapidement, qui était dominée par le parti Nahda, qui n'avait pas la majorité absolue, mais qui avait une très forte minorité, puisqu'elle avait 89 sièges sur les 217 de l'Assemblée. Le plus important, c'est que derrière elle, le premier groupe parlementaire avait une trentaine. C'est ça. C'est-à-dire que l'écart était spectaculaire. Et dont votre parti, le parti Takatoul, vous étiez troisième, je pense. Le Congrès pour la République de Monsaf Marzouki, mais enfin, et d'autres partis, le Pôle démocratique, mais tous avec le groupe qui est presque pas aussi important que Nahda, mais aussi important que celui de Marzouki, c'était un groupe... c'est un courant populiste mené par un directeur de télévision, de chaîne installé à Londres et qui voulait vendre le pain pour rien. Oui, enfin, c'était un populiste. Voilà. Très bien. Mais donc, c'était ça le paysage. Donc voilà, c'était ça le paysage, mais donc une quasi-hégémonie de Nahda, en tout cas une domination forte de Nahda. Claire. Et donc ça va... Alors, dites-nous un peu, rapidement, parce qu'on n'a pas trop de temps, mais quelles ont été les grandes étapes, ce qui a marqué cette période à la Constituante pouvant entre 2011 et 2014? Il y a cette première étape de constitution du premier gouvernement. Et là, il y a eu deux idées qui se sont heurtées. Malheureusement, là, on n'avait pas trouvé le compromis. C'est de dire que la mission principale pour cette période de transition, c'était la Constitution. Et la Constitution, vue du point de vue de l'opposition démocratique et séculière, ne devait pas poser de problème. Najib Chebbi, Ahmed Brahim, Mostafa Mjafar, Hamma Hammami, on avait pratiquement les mêmes options et le même projet de société, et a priori, cela ne devait pas poser problème entre nous. Deux, le fait que Nahda distance tout le monde au niveau de la Constitution, il était à la limite malsain de laisser cette domination se concrétiser sur un texte qui est fondamental. Donc il fallait que tout le monde participe au niveau de la Constituante dans la rédaction, et donc chacun défend son projet, mais que pendant cette période, pour avoir une sorte de paix sociale, une certaine harmonie, le moins de grabuge possible, il fallait que tout le monde soit au gouvernement, parce que nous étions dans les premiers pas de la démocratisation du système. Ben Ali est parti, mais le système est toujours là, et la culture est toujours là, et il y avait beaucoup de choses à faire. Et donc, il fallait que cette période de transition se passe le plus... Avec un gouvernement d'union nationale, disons. Absolument. Et c'est ce que j'ai proposé moi-même à Ahmed Najib Chebbi, et Ahmed Brahim et Hamma Hammami. Les trois ont refusé. Ont refusé de gouverner avec Nahda. Ce qui était paradoxal, parce qu'il y a une histoire qui s'est passée avant la Révolution, c'est le comité du 18 octobre. 2005. De 2005 à 2009. Le comité a fonctionné pendant 4 ans sur des textes élaborés d'une manière commune, traitant du rapport entre l'État et la religion, traitant de l'égalité entre hommes et femmes. Donc on rappelle juste le comité du 18 octobre qui est né en 2005 lors du sommet mondial sur la société de l'information en Tunisie, a regroupé, après une grève de la faim des militants, des gens de Nahda, du PDP, de votre parti. Oui, des indépendants. Oui, absolument. Du parti de Marzouki. La seule formation de gauche qui n'avait pas participé, c'était le Parti communiste. Absolument. Pour l'histoire, il y a quand même une certaine cohérence.
Donc il était étonnant que les gens qui ont fonctionné dans le comité du 18 octobre et qui en étaient les principaux animateurs, je parle de Sénégib par exemple, qu'ils acceptent d'être dans un gouvernement quand même qui est présidé par une figure du régime Ben Ali, qui était son premier ministre, et qui refuse après. Pour moi, c'est un paradoxe auquel je n'ai pas jusqu'à aujourd'hui trouvé une explication. Donc, on a raté. Ça, c'est une étape, je pense, et je le regrette amèrement. Nous avons raté le départ et cela va se répercuter sur le climat. Oui, donc juste, je voudrais donc préciser, si on n'a pas pu faire ce gouvernement d'union nationale, ça revenait à faire un gouvernement majoritaire, c'est-à-dire par rapport à l'Assemblée, donc un gouvernement de nada. Oui, gouvernement de nada, c'est le premier, c'est pas moi qui l'ai élu. Non, mais bien sûr, c'est ce que je dis. Non, puisqu'on n'a pas pu faire la question se pose autrement. Si on avait laissé nada toute seule, parce qu'elle se posait dans ces termes. Alors, comment vous allez à nada? Comment on peut gouverner sans nada? La première. La deuxième possibilité, le deuxième scénario, à l'époque, on n'avait que des prévisions, que des hypothèses. Laisser nada gérer toute seule la transition. Maintenant, nous avons la réponse en Égypte. Ce qui s'est passé lorsque le parti islamiste égyptien a pris tout en main et n'a partagé le pouvoir avec aucune autre formation. Et moi, mon idée que j'ai défendue et à laquelle je crois encore, si jamais cela se représentait un autre jour, dans le même truc, évidemment, dans le même ordre de rapport de force, c'est que la Constitution devait être la Constitution de tous les Tunisiens. Et s'il y a un combat entre les différents projets, c'était dans la constituante. Dans la gestion des affaires du pays, c'était une gestion d'affaires courantes. Nous avons hérité d'une année où le taux de croissance était à moins 2, 2011, avec un climat d'insécurité. Il faut se rappeler le contexte. Oui, il fallait quand même... 10 000 prisonniers qui s'étaient échappés des prisons. Il fallait etc. absolument résoudre ces problèmes-là qui sont concrets. Et plus on est unis dans la gestion, je dis... plus facile aurait été la gestion alors, je vais vous poser une question. Peut-être donc là, vous venez de dire la première difficulté, vous l'avez citée, c'est ce gouvernement d'union nationale que vous avez raté. La seconde, peut-être difficulté, me semble-t-il, en tout cas je vous pose la question, est-ce que ça n'est pas que l'Assemblée nationale constituante est devenue une assemblée législative, c'est-à-dire qui a passé beaucoup de temps à voter les lois, à contrôler le gouvernement, etc., au lieu de rédiger la Constitution. Ce qui a fait que la durée de vie de l'Assemblée constituante, qui devait être à peu près d'1 an au départ, est allée jusqu'à 3 ans. Oui. Est-ce que là aussi, la coexistence de deux fonctions qui ne sont pas du tout les mêmes, la rédaction d'une constitution et l'arsenal législatif quotidien, est-ce que ça n'a pas gêné ? Oui, sur le plan théoriquement, oui. Il y a eu des exemples. Par exemple, l'exemple du Portugal, où la constituante, si on veut dire l'équivalent de la constituante, a travaillé uniquement sur la Constitution et ça a duré pas plus d'1 an. Ouais. Ils ont agi très très vite. Sauf que, pour être honnête, il y a aussi encore là un paradoxe, ou un non-dit. Parce que cette question de 1 an et de réduire l'activité ou l'action de la Constituante uniquement à la Constitution a été posée dès le départ. Et effectivement, si on avait un gouvernement d'union nationale, on aurait peut-être pu réserver à la Constituante uniquement la Constitution. Ce qui s'est passé, c'est que l'opposition a tenu à jouer son rôle, et donc, alors que 2011, on a régi le pays avec des décrets présidentiels, c'est-à-dire qu'on a accepté, c'est bon de le rappeler, qu'en 2011, le chef de l'État par intérim, qui est un homme de l'ancien régime, indiscutablement, gère le pays par décret, comme il n'y avait pas de Parlement. Oui, tout à fait. Et que son premier ministre soit aussi quelqu'un de l'ancien régime, qui est un ancien ministre des Affaires étrangères et un ancien président de l'Assemblée. On a accepté
pendant la première transition. Après la première transition, il était impensable du point de vue de l'opposition d'accepter que le gouvernement en place agisse par décret ou que le président en place agisse par décret. Donc à partir de ce moment-là, il fallait contrôler le gouvernement. Quelle instance aurait pu contrôler le gouvernement, même pendant 1 an? Donc l'opposition a joué un petit peu son rôle, bien sûr, c'est de s'opposer à tout ce que fait la majorité. Mais en fait, quand on revient au contexte et voir comment l'opposition s'est comportée pendant toute cette période de l'Assemblée constituante, les questions orales, les questions écrites, les débats, et je ne veux pas dire l'obstruction pendant les assemblées, et il était impensable, déjà du point de vue de l'opposition, que la constituante ne fasse uniquement que de la Constitution. Mais ça, ils ne le disent jamais. Le beurre et l'argent du beurre, c'est classique, et chacun dans son rôle. Mais malheureusement, encore une fois, je reviens au démarrage. Si le démarrage avait rassemblé au niveau de la gestion du pays, nous aurions gagné beaucoup de temps et beaucoup moins de tensions. Je ne peux pas parler des choses les plus graves qui se sont passées, c'est-à-dire les assassinats politiques, les 2 assassinats de 2 leaders. Ça, c'est le bon Dieu qui peut en répondre, mais peut-être qu'on aurait évité beaucoup de tensions et beaucoup de pertes de temps. Alors, maintenant, peut-être le 3e marqueur, donc peut-être de cette période, me semble-t-il, c'est... alors là, c'est lié aussi... Pour préciser, malheureusement, comme on parle dans un média hors de Tunisie, il y a eu tellement de répétitions et pour rappeler que la Constitution a mis 3 ans et que c'est pas vrai du tout, elle a mis moins de 2 ans, du 16 février où on a commencé à travailler jusqu'au 24 janvier 2014. Voilà. Ouais. Donc c'est vraiment 2 ans, un peu moins. Voilà, oui, bon, mais non, mais c'est important. Oui. Parce que 2 ans, moi je rappelle que la première constitution, avec une constituante qui était monocolore après l'indépendance, elle a mis 3 ans. Donc il n'y avait pas d'opposition. Il y avait un débat interne entre gens qui appartiennent pratiquement à la même famille politique. Donc les 2 ans que j'ai vécu avec les arrêts, avec les assassinats politiques, avec les crises que nous avons vécues pendant toute cette période, 2 ans, c'est vraiment rien du tout. Alors peut-être que le 3e marqueur de cette période, donc de l'Assemblée nationale constituante, c'est Mostafa Ben Jaafar, c'est l'influence, l'impact direct des rapports de force politiques internes, mais aussi régionaux, c'est-à-dire à l'extérieur de la Tunisie, et qui ont marqué, alors quand je dis rapport de force, je rappelle la très forte polarisation entre les islamistes et les non-islamistes, en gros, et les rapports de force au plan régional, l'Égypte, ce qui s'est passé en Égypte, le coup d'État du maréchal, du général Sissi à l'époque, qui est devenu maréchal depuis, qui ont influé grandement sur la situation en Tunisie. Et en Tunisie, il y a eu les assassinats politiques. Vous l'avez dit, Chokri Belaïd, leader d'un parti de gauche, et ensuite le député Mohamed Brahimi, d'un parti nationaliste arabe de gauche également, et dont on a imputé l'assassinat, en tout cas les commanditaires de l'assassinat ont tout de suite été désignés au sein de l'islam politique, des tenants de l'islam politique. Donc ça, vous, en tant que président de l'ANC, de l'Assemblée, donc ça a dû être difficile à vivre. Comment est-ce que vous avez vécu cette période ? Bien sûr, c'est-à-dire que le climat qui a toujours été relativement tendu en termes de rapport entre le Nahda et les autres, mais pour simplifier, entre la majorité et la minorité. Et sincèrement, connaissant un peu tout le monde, ayant milité avec la plupart des gens qui s'inscrivaient dans l'opposition à l'époque, je sentais la frustration. Parce que l'opposition était quand même conséquente du point de vue de la taille. Elle a pu, à un certain moment, rassembler presque ce qu'il fallait pour faire une motion de défiance. C'est-à-dire pas loin de 70 de députés. Et elle était brouillante. Et elle était consistante, même en termes de contenu. Parce que la qualité des personnes
et des députés de l'époque étaient réellement d'un très bon niveau. Les interventions, les débats au sein des commissions avaient de la tenue, avaient de l'allure. Et malheureusement, le côté un peu politicien, que je dirais, maintenant un historien peut-être le dirait plus facilement avec plus d'arguments, mais entre l'opposition qui jouait son rôle, de s'opposer, de freiner, et le côté politicien qui consistait à utiliser toutes les occasions pour attaquer l'adversaire. À ce moment-là, aucune personne qui ait sa raison ne pouvait imaginer ou envisager que ce soit un nada qui soit la commanditaire des assassinats. Elle était au pouvoir. Comment imaginer qu'un parti au pouvoir se mette une cartouche dans le pied, se tire une balle? Ça n'avait aucun sens. Mais dans le jeu, opposition, minorité, majorité, on pouvait comprendre qu'on met l'adversaire dans un coin et on l'attaque de toutes parts. Ceci dit, je veux rappeler que le 25 juillet, lors de l'assassinat, d'abord le 6 février 2013, lorsqu'il y a eu l'assassinat de Choukri Belaïd, ça a eu un impact immédiat. Ça a été la première crise au sein de Nada. Hamadi Jbeli a saisi... Premier ministre à l'époque, a saisi, il n'a pas saisi tout seul parce qu'on était avec lui, et était le seul à être d'accord avec lui pour un gouvernement non partisan. C'est-à-dire que nous étions prêts, nous, à nous retirer de l'équipe gouvernementale pour céder la place à des personnalités indépendantes pour gérer la suite et préparer les élections. Évidemment, son parti a refusé. Il a même considéré que c'était un coup de poignard dans le dos et Hamadi Jbeli a dû démissionner. Nous avons alors exigé que les ministères de souveraineté soient pris par des non-partisans. Et c'était une condition sine qua non, sinon on n'allait pas participer. Et on a tenu compte de cela, et les 4 ministres, maintenant on dit que certains ont des accointances ou proches, peu importe, mais en tout cas, c'est des personnalités qui se sont comportées comme réellement indépendantes. Ça, c'est le premier assassinat tragique. L'assassinat de Mohamed Brahmi, le 25 juillet. Le 25 juillet, on était peut-être à 2-3 semaines pour terminer les débats sur la Constitution. Mais vraiment une ambiance fantastique. Passionnés, on veillait jusqu'à 3-4 heures du matin, mais on avançait. D'abord, tous les chapitres concernant les libertés ont été résolus. Et le débat se bloquait un peu sur le régime politique et la répartition entre les responsabilités qui devraient être accordées au chef de l'État et ceux accordés au chef du gouvernement. Et le débat était là. Et il y a eu l'assassinat et tout s'est arrêté. Et on est revenu encore une fois à ce jeu. Ah, ça y est, maintenant, vous êtes sous le truc et nous allons Mais c'est également au moment où, au plan international, en Égypte, il y avait les manifestations de masse dans les rues contre le gouvernement tout à fait. des frères musulmans. Mais la balle était dans le camp qui voulait faire exactement la même chose en Tunisie, c'est-à-dire dissoudre l'Assemblée. C'était ça les slogans du sit-in, de ce qu'on avait appelé le sit-in d'Arrahil. Oui, le sit-in du Bardo. Du départ, oui. Du départ, oui. Voilà. Et on voulait dissoudre l'Assemblée. Je rappelle aux auditeurs oui, bien la sûr. petite histoire que ce sit-in les se revendications au Bardo, devant le siège du Parlement tunisien. Absolument, devant sur la place du Bardo, qui est devant l'Assemblée. Et donc la dissolution, le départ immédiat du gouvernement, c'est-à-dire il doit céder le truc à un autre gouvernement, l'Assemblée dissoute, et vraiment comment vous appelez ça, la boîte de Pandore, quoi. Parce qu'il n'y avait absolument aucune alternative préparée. On voulait, allez, partez, dégagez, en quelque sorte. Et l'exemple égyptien a été clairement dit par certains intervenants pour dire, bon, il y avait même des gens qui étaient prêts à ce qu'il y ait quelques centaines de morts de plus dans une révolution. L'essentiel, c'est de nous débarrasser de ces gens-là.
De nada. De nada, essentiellement, mais enfin, Oui. de tout ce qui était le résultat de l'élection et de la révolution, qu'on le veuille ou non. Parce que les gens qui voulaient le départ de Nada n'étaient pas uniquement des démocrates. Oui, oui. C'est ça, Oui, et, bien sûr, oui. et plutôt la dominante n'avait absolument rien comme relation avec Bon. ni la démocratie, ni la lutte contre la dictature de Ben Ali. Ça, la confusion était totale, et c'est Bon. là où j'ai décidé, moi, la suspension. Oui, alors des justement, travaux de l'Assemblée. j'allais en venir, puisque là, après la lecture, mais toujours est-il que la mobilisation du sit-in Rahil, donc Oui. du départ, a été très forte. Très forte. Très, Oui, très oui. forte. Non, très Et- forte. Mais il y avait et en face il une y avait en mobilisation face, aussi par forte. contre, Nada a essayé de mobiliser, a fait une ou deux manifestations, de contre-manifestations, Oui. où elle a réuni un peu autant. Oui, une non. mobilisation à peu C'est-à-dire, près équivalente. le danger, en tout Alors cas, pour vous, voilà. de mon point de vue, et dans la situation où j'étais, entre l'enclume et le marteau, de ma position, moi, je voyais le scénario égyptien. Et je n'étais pas le seul à le savoir. Pour moi, il m'a poussé à suspendre, à faire une pause, parce que moi, suspendre, le terme de suspension, j'y ai pensé toute une nuit. Comment faire pour marquer une pause sans que cela puisse être interprété comme la dissolution ou le départ de l'Assemblée, et en même temps être accepté et compris comme un pas en avant vers eux pour les députés, la cinquantaine de députés qui a quitté l'Assemblée et qui faisaient partie aussi du sit-in, de Rahil. D'accord. Et donc, j'ai suspendu pour que ça se calme, parce que je voyais le feu. Et le 6 août, c'était une 6 août journée 2013, donc. 6 août 2013, ça se confondait avec l'anniversaire de l'assassinat de Belaïd, du premier assassinat, le 6 février. C'était un anniversaire mensuel que, évidemment, les supporters de Belaïd et la gauche en général se mobilisaient pour clamer justice. Et donc, réellement, c'était la surchauffe. Et tous les risques étaient là. Il y avait des barbelés de l'armée qui séparaient un peu les deux groupes. Mais on avait dès le départ conseillé à Ennahda de ne pas en faire trop. Et là, je pense que le scénario égyptien a pesé beaucoup dans la décision des uns et des autres. Évidemment, moi, j'ai été complètement vilipendé, non, mais ça n'a pas, les Nahdaouis n'ont pas apprécié ce que j'ai décidé à l'époque. On avait même fait circuler une pétition pour la défiance. Bon, ils ont compris quand ils ont vu les résultats de la suspension. Ça s'est en calmé. 2-3 jours, non, ça a changé du tout au tout. C'est ça. Oui, tout à fait. Et puis Ramadan était terminé aussi. Oui, les également. soirées de ramadanesques. Ben oui. mais effectivement, dans l'histoire ici, vous êtes à votre crédit. On met justement cette décision courageuse de suspension des travaux de la Constituante, ce qui a permis de calmer la situation. Alors calmer la après, situation, éviter, certains parlent de guerre civile possible, c'est des hypothèses, mais qui étaient, vu les déclarations qu'on entendait sur Nesma et sur d'autres médias, oui, on était au bord la tension était à de la son grande... comble. Oui, à son comble, mais il y avait une surchauffe artificielle. Il fallait quand même maintenir la tension. Ça, c'est le premier point. On a évité le pire. Le 2, qui me semble beaucoup plus important, c'est qu'on a engagé par la suite le processus qui a mené à la Constitution. Oui, le dialogue. Parce que c'est les gens qui prenaient la dissolution de l'Assemblée, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils avaient comme alternative. Aucune, à moins de refaire l'histoire, c'est-à-dire refaire une commission qui sera présidée par quelqu'un et où on choisira des noms arbitraires pour continuer ou compléter la Constitution, ce qui était absolument absurde. Et donc c'est ici, parce que là il nous reste 3 minutes pour finir, donc c'est à ce moment-là que l'idée du dialogue national intervient, et là vous jouez un rôle, puisque important, et vous me corrigerez si je me trompe, puisque c'est vous quand même qui avez pu faire rapprocher les points de vue
et faire rencontrer le secrétaire général de l'UGTT, du syndicat à l'époque, Hissène Labessi, et Rachid Ranouchi, pour pouvoir régler Beaucoup de, points. Il y a eu beaucoup comme ça d'épisodes. Mais je pense que l'épisode la plus importante, vous avez parlé du dialogue national, c'est pas déclenché à ce moment-là. Le dialogue national s'est déclenché au mois d'octobre ou de novembre 2012. Et puis, il était en sourdine. C'est ça, il était en sourdine. Parce que Nada a participé une fois, se retiré une deuxième fois. Les autres partis faisaient la même chose. Je ne parle pas du CPR, le parti de M. le président Marzouki. Donc, il y avait des va-et-vient et il était au point mort. Le 25 juillet, à l'assassinat de Brahmi, notre confrère et collègue, le dialogue national était à l'arrêt. Il fallait le réanimer. Et le réanimer sur une première base, et là, la déclaration d'Abbesi, pour moi, c'était un signal lorsqu'il est sorti dans les médias pour dire on ne touche pas aux institutions élues. Donc, on avance sur cette base-là, il n'est plus question de dissoudre l'Assemblée, donc automatiquement, j'étais dans le jeu. Moi, au lendemain du 6 août, la première personne que j'ai vue, les deux personnes, c'était les deux acteurs principaux, pas du dialogue national, mais dont la participation était incontournable si on voulait sur la scène politique, faire avancer. C'était Silbeji, je lui ai rendu visite chez lui. Silbeji entend à l'époque patron du parti Nida Tounes, de la mouvance. Oui, absolument. Nida Tounes. C'était lui le chef de l'opposition, évidemment. Le chef de l'opposition. Il était le chef de l'opposition, indiscutablement. Et donc, Rachid Ranouchi, et c'est à la suite de ces deux rencontres que c'est fixé le rendez-vous du Bristol. Le fameux, à Paris, la rencontre à Paris en août 2013. Et il devait se dérouler la rencontre à Tunis. Parce que Silbeji était sur le départ pour une visite médicale. Il m'a dit, à mon retour, on fait la réunion. Bon, mais il y en avait qui voulaient la faire beaucoup plus vite. Voilà. Alors, ça, c'est pour l'anecdote. Alors maintenant, malheureusement... La deuxième rencontre, vous avez signalé entre Abbesi et... C'est pas moi qui l'ai organisé pour la première fois, mais je l'ai organisé à un moment où tout est retourné à l'arrêt. Le dialogue national était arrêté. Ali Laraïd, qui était le chef du gouvernement à l'époque, avait complètement changé d'attitude et a dit on ne part pas, il n'est pas question, il n'est plus... Donc il fallait redénouer le problème et une rencontre effectivement avec moi de Rachid Ranouchi et de Abbesi nous a permis de nous dégager de cette impasse. Voilà, donc en tout cas vous avez mené à bon port à terme votre mission en tant que président de l'Assemblée nationale constituante. La Constitution a été élaborée. Elle a été adoptée et bon, tout le monde s'accorde à dire que c'est une bonne constitution après tous les tiraillements que cette période a connus. Alors pour finir, j'aimerais vous demander votre avis. Bon, vous avez mené cette période de transition avec succès, il faut le reconnaître. Merci de l'appréciation. Alors est-ce que vous pensez qu'après, votre mission étant terminée, entre 2014 donc, et aujourd'hui, en quelques mots, quelle est votre appréciation de la situation et de cette révolution avance-t-elle oui. Est-elle en danger? Quelles sont les menaces très, très rapidement? Très rapidement, je vois que le temps presse. Très rapidement, malgré la dégradation de la situation économique et sociale, aujourd'hui c'est le problème numéro 1. Pour les Tunisiens, pour le vécu au quotidien, la situation ne s'est pas du tout améliorée. Et en tout cas, il y avait des attentes tellement fortes après le départ du dictateur que tout le monde pensait que tous les problèmes allaient être résolus. Chômage, pauvreté, précarité, les disparités entre les régions, toutes les inégalités sociales pour lesquelles la révolution a eu lieu. Malheureusement, on n'a pas beaucoup évolué dans ce sens-là. On me dira, ça coûte de l'argent et peut-être que le contexte international y est pour quelque chose. Nous ne sommes pas seuls. Il y a un contexte régional, un contexte mondial, la crise maintenant de la pandémie, du Covid. Et
Mais il y a des choses qu'on aurait pu faire s'il y avait une réelle volonté politique et une certaine continuité dans le sens de la révolution. Malheureusement, en 2014-2019, à mon sens, il y a eu une parenthèse qui s'est ouverte. C'est pas encore, c'est refermé théoriquement avec les élections de 2019, mais pendant 5 ans, on n'a pas évolué d'un iota en termes de mise en place des institutions qui étaient prévues par la Constitution. Moi, je pense que c'est une pause qui est négative. On n'a pas de cour constitutionnelle alors que le texte constitutionnel prévoyait la mise en place de la cour en décembre 2015. Nous sommes janvier 2021. Donc 5 ans de retard. 5 ans de retard pur. Et vous me parliez tout à l'heure de l'année pendant laquelle on aurait dû terminer la Constitution et où on avait demandé la dissolution de la Chambre parce qu'elle a dépassé une année. Vous voyez la comparaison. Mais réellement, toujours est-il qu'aujourd'hui, comparé à ce qui s'est passé en dehors de la Tunisie, dans d'autres expériences qui ont démarré à peu près à la même période, moi, je souffle et je garde toute ma passion et ma fierté d'avoir contribué avec mes petits moyens à cette belle expérience. La Tunisie a quand même fait un très, très grand pas vers la démocratie. Et c'est cette liberté qui dérange beaucoup de monde parce qu'elle a dépassé certaines limites, parce que des fois elle est un peu chaotique, et parce qu'on fait du n'importe quoi au nom de la liberté. Mais quel grand acquis quand je vois les jeunes bouger, s'exprimer, descendre dans la rue et puis rentrer chez eux, alors que c'était inimaginable du temps de Ben Ali. Maintenant, il faut peut-être nous réorganiser autrement pour qu'on sorte de la protestation à l'action. Et moi, il y a un point noir pour la période que nous avons vécue, c'est la démission, c'est l'abstention dans les élections. 60% aux dernières élections municipales. 60%. C'est énorme. Et la grande majorité, c'est des jeunes. Et quand on pense que ce sont les jeunes qui ont fait la révolution et qui font que nous avons vécu et nous vivons encore cette période de liberté où je peux m'exprimer dans des médias tunisiens, étrangers, les gens peuvent descendre dans la rue, et même ceux qui n'ont jamais cru à la liberté, aujourd'hui l'utilisent pour lutter contre la liberté, contre la révolution, contre la démocratie. Voilà la Tunisie d'aujourd'hui, avec ses hauts et ses bas. Alors merci, c'est Mosfa Benjafat. Juste, je vais vous demander donc de dire si un mot aux acteurs du Hirak en Algérie. Vous avez suivi ça évidemment de très près. Sans vouloir, bien sûr, je ne vous demande pas de leur donner des leçons, mais vous qui avez vécu cette phase de transition, si en Algérie une transition devait se dérouler demain, qu'est-ce que vous diriez à vos amis algériens? Quel piège faut-il éviter ou qu'est-ce qu'il faudrait privilégier dans la transition, quel que soit le choix? Sincèrement, comme vous dites si bien, je n'ai pas du tout de leçons à donner. Je ne pense pas que ce qui s'est passé en Tunisie soit un exemple à copier ou que ce soit un modèle. Un modèle. Je ne le pense pas. Je pense qu'il y a un souffle de changement. Je pense sincèrement que ce souffle-là, on peut le retrouver nettement dans le Hirak, qui a gardé une qualité qui me semble primordiale, c'est de rester pacifique de bout en bout. Maintenant, il y a cette histoire de Covid qui freine, qui bouleverse un peu tous les jeux. Mais je dis d'une manière générale, et je m'adresse un peu à tout le monde, parce que la solution, elle est politique. C'est pas une question de rapport de force, parce qu'on peut aller très très loin dans le rapport des forces et on perd un temps énorme et un temps très très important. Moi, je rappelle les 2 exemples que j'ai vécus, moi, en Tunisie. Moi, je suis d'Estourien quand j'étais jeune. J'étais d'Estourien. Et j'ai quitté le parti en 71. Après le congrès du parti où Bourguiba est venu gommer absolument toutes les résolutions qui ont été adoptées par le congrès. Il est revenu à la case départ. 10 ans après, on organise les premières élections plurielles en Tunisie. Elles donnent des résultats à peu près corrects, c'est-à-dire elles ouvrent la porte à la présence de l'opposition démocratique qui n'a rien
Rien d'inquiétant, rien de... Il l'empêche et il falsifie d'une manière honteuse les élections. Évidemment, c'est l'entourage de Bourguiba qui faisait pression. Oui, Bourguiba, il a terminé pratiquement en résidence surveillée pendant 10 ans. Ben Ali, qui prend le relais, qui fait un discours flamboyant, promettant toutes les libertés et tous les trucs, et ensuite qui tourne kazakh, qui change de cap, et qui met tout le monde en prison, et qui réprime même ceux qui ne représentent aucun danger pour son régime et pour sa position de chef d'État. Où est-ce qu'il est actuellement? Il a dû s'enfuir et quitter le pays en catimini. Voilà, je dis, il faut se réformer, il y a l'heure de réforme. Quand elle est là, il ne faut pas la rater, il faut la saisir pour avancer. Merci, c'est Mostafa Ben Jaafar. Je rappelle que vous êtes le président de l'Assemblée nationale constituante de 2011 à 2014 et que vous avez été pendant 40 ans un opposant un militant opposant à Bourguiba et à Ben Ali. Ça, depuis 71, ça fait 50 ans. Voilà, ça fait 50 ans. Bon, ils ne sont plus là, donc je ne m'oppose pas à eux, voilà. Mais j'essaye quand même de faire tout ce à quoi j'ai rêvé avec beaucoup d'autres militants, beaucoup de gens qui ont sacrifié leur vie. Nous sommes encore là, vivants et bien portants, j'espère. Eh bien, Inch'Allah, évidemment, bien sûr. Le baraka, c'est Mostafa. Bon courage. Et puis, voilà. En tout cas, merci de nous avoir raconté ces moments d'histoire qui sont passionnants et qui, en tout cas, marqueront. D'abord, ça a marqué le monde entier et pour notre région, pour le Maghreb en particulier. Oui. Ah, ça, c'est mon grand rêve, le grand Maghreb. Quand est-ce qu'il sera mis sur pied? Inch'Allah, bientôt. Rêvons ensemble. J'y crois, en tout cas. Merci, c'est Mostafa. Merci beaucoup. Au revoir.